Si vous ne les connaissez pas, sachez que vos filles, vos copines, vos nièces sont de plus en plus nombreuses à en raffoler. Leurs titres ont pour nom Captive de Sarah Rivens, The Devil's Sons de Chloé Valéran, Je Vespéral d'Angel Arekin, Devil's Night, Blue Sunrise, L'As de cœur, Beautiful Sinner. Eh bien, la romance, qu'elle soit new ou dark, a doublé ses ventes en 2023 et représente désormais plus de 7% du marché du livre. C'est énorme. Bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, n'est pas coutume, je vais échanger avec une auteure autour d'un bouquin de QQ. Chère autrice, chère Camille Emmanuel, vous êtes scénariste, auteur de 6 ouvrages et journaliste spécialisé dans les questions de sexualité et de genre. Bonjour. Bonjour. Vous avez vécu à Quimper et vous adorez les Côtes d'Armor. Racontez-nous ça. Mon héroïne adore les Côtes d'Armor. Marie en parle. Dans QQ, donc le roman que j'ai publié. Et oui, moi je viens du Finistère. De Quimper. Je suis née à Saint-Renan, mais j'ai vécu à Quimper. Un bon souvenir? Oui, toute ma famille est bretonne. Voilà, on est tous ou Finistère ou Morbihan. Vous avez l'occasion d'y revenir souvent? Oui, j'y vais régulièrement. Bon, dans tous vos écrits, désormais assez nombreux, vous faites l'artisane d'une promotion d'une sexualité à la fois consciente, libérée, épanouie et jouissive. Ainsi, votre livre QQ parle beaucoup de sexe et de sexualité. Également d'un type de roman fictionnel nommé dark romance, mais aussi de connaissance de soi et d'amitié. Pouvez-vous nous présenter le propos de QQ et cette narratrice qui emprunte, semble-t-il, quelques traits de votre personne? Oui, je ne suis pas tout à fait Marie, mais oui, Marie a emprunté, voilà. Donc en fait, QQ, donc c'est pas une romance, c'est plus une comédie romantique. Une comédie même, voilà, l'objet c'est quand même aussi de faire rire autour de ces sujets. Et c'est l'histoire d'une auteure, enfin une prof précaire, qui, pour mettre du beurre dans les épinards, va écrire un peu en cachette de la new romance. New romance, c'est un genre qui est apparu après 50 nuances de Grey. Et puis un jour... Définissez-nous-le, s'il vous plaît, alors, pour la new romance, téléspectateurs. La new romance, donc c'est un genre littéraire qui est apparu après le succès de 50 nuances de Grey, donc dans les années 2000. Il y a eu plein de petits. Les éditeurs sont dit que voilà, ça marchait. C'est un mélange, voilà, on est un mélange entre la romance sentimentale qu'on connaît depuis des années, mais dans un univers contemporain, urbain, avec tout le temps la même histoire, l'homme puissant, dominant, souvent riche, et la jeune fille naïve et qui va découvrir voilà, l'amour grâce à lui. Voilà. Ça, c'est la new romance. Ça, c'est la new romance. Et donc qu'est-ce qui se passe avec Marie? Et donc, dans QQ, mon héroïne, elle écrit la new, on appelle ça la new romance. On lui demande tout d'un coup de faire de la dark. De new à dark, on sent que... Alors, dark, c'est quoi? Ouais, c'est ça, voilà. Dark, c'est apparu il y a 4-5 ans, c'est beaucoup plus récent. C'est un phénomène incroyable. La new romance cartonnée, mais alors la dark, là, on en vend vraiment énormément. Enfin, les éditeurs en vendent énormément. Plus de 7%, c'est dingue. Ça a même dépassé le manga dans beaucoup de librairies. Et donc, la dark, c'est quoi? C'est comme la new romance, sauf que le héros vient d'un milieu souvent interdit. Il va être mafioso, vendeur d'armes, etc. Ça, c'est le côté dark. Et surtout, il est beaucoup plus dark, il est beaucoup plus violent, dominant, menaçant. Donc, il y a des scènes où voilà, les héroïnes vont se retrouver séquestrées, menacées de viol, etc. Et à la fin, ça finit quand même par ils tombèrent amoureux et c'est merveilleux. Et donc, mon héroïne, qui a un tout petit peu de féminisme en elle, elle se dit, mais moi, je peux pas écrire ça pour des gamines, parce que c'est souvent des collégiennes qui lisent ça. Et donc, elle tue son héros, avant qu'il devienne vraiment un bad boy psychopathe. Et il se trouve que, sans spoiler l'histoire, mais ça va, c'est au tout début, son héros, le lendemain matin, apparaît sur son canapé. Non, entre, je sais pas, Woody Allen, Pygmalion... Oui, Woody Allen, c'est une référence, tout à fait. J'ai bien senti. Pour bien faire comprendre aux téléspectateurs, parce que c'est vraiment un phénomène de société, si j'ai bien compris, dans la new romance, on a quelque chose qui est une évolution un petit peu d'Arlequin, mais version avec un peu d'érotisme. Il y a un petit peu, donc on vous dit quand même, il y a un moment, ça serait bien que le mec prenne la fille contre la paroi de douche. Mais voilà, l'arrivée dans le dark, si j'ai bien compris, c'est que l'homme est mauvais.
Alors, en fait, que ce soit dans la New ou dans la Dark, l'homme a une faille intérieure. Le code principal, c'est ce que les Américains appellent « enemies to lovers ». Ouais, c'est ça. Donc, ils ne pouvaient pas se saquer, ils se détestaient pour X raisons, ils vont finir par s'aimer. Ça, c'est commun à toutes ces histoires-là. Mais dans la Dark, ils ne peuvent pas se saquer parce que c'est souvent, par exemple, voilà, il va enlever la jeune fille, il va la menacer, elle va avoir peur de lui, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui peut apporter atteinte à son intégrité physique. Et d'ailleurs, il peut la blesser. Dans le grand succès de la Dark Romance qui s'appelle Captive, qui s'est vendu des centaines de milliers d'exemplaires en France, très vite, dès chapitre 3, le héros n'est pas d'accord avec l'héroïne. Et pour montrer son désaccord, il prend sa main, il la brûle sur une plaque électrique. Bon, violence domestique, voilà, mais là ça passe, parce que ça fait partie de l'histoire, et elle se dit « Oh là là, mais pourquoi est-ce qu'il est méchant? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a au fond de lui ?» Et à la fin de ces Dark Romances, le dénouement de tout ça, c'est que l'héroïne va découvrir comment soigner en fait cette faille intérieure. Souvent, c'est l'histoire, le héros a un problème avec sa maman, c'est souvent la maman, oui, et elle va le guérir parce que voilà, c'est notre destin à toutes les femmes apparemment de soigner les millionnaires psychopathes. Et Shabadada, ça se finit bien. Donc ça, c'est un phénomène assez problématique dans le sens où, au-delà du contenu qui va un peu glamouriser en fait la figure de l'homme dominant. C'est des créations de récits misogynes glamourisés. Oui, c'est ça. Ouais, c'est hyper étonnant. Et c'est un lectorat de plus en plus jeune. De jeunes adolescentes, moi, c'est des libraires qui m'ont parlé du phénomène au tout début en m'appelant en me disant « Mais en fait, vous savez, là, qu'il y a un nouveau truc qui est arrivé, c'est la Dark Romance. Et moi, je sais pas quoi faire. Il y a des gamines de 11 ans qui viennent pour acheter Captive. Qu'est-ce que je fais? C'est pas interdit. Des fois, elles viennent avec leurs parents. Les parents sont très contents parce qu'elles lisent. Et elles lisent des bouquins de 600 pages multipliés par 3. Enfin, voilà, c'est des sagas. C'est difficile d'interdire à son ado de lire en sachant que, voilà, au moins, il est pas sur son téléphone. Puis même, moi, je suis pas non plus du tout pour l'interdiction de ces livres. Je suis contre toute censure. Mais il y a un autre élément que je voulais souligner, c'est que vous avez dit que finalement, il y avait une faille intérieure, il fallait trouver la clé, parce qu'en fait, elle trouve la clé, ça, quelle chance. Hein. Mais il y a 2 points. Le premier point, c'est que le type est quand même violent, voire très violent. Il y a toujours un asservissement du corps de la femme, quand même, une humiliation psychologique. Le deuxième point, je pensais à une référence alors très éloignée, qui est le Pavillon d'or de Mishima. Et dans le Pavillon d'or de Mishima, le héros s'attache une jeune fille, le héros qui est méchant, qui est mauvais, s'attache une jeune fille en arrivant à la convaincre que son destin, c'est d'être une sainte. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que le schéma psychologique, c'est de faire croire à l'adolescente qu'elle a en elle une possibilité de transformation du mal en bien, dès lors que celui-ci n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire c'est pas un pauvre soulard violent, c'est un type qui est à la fois réconfortant. Et il y a ces 2 points qui me semblent très fortement lié, c'est-à-dire il est bad boy, mais il serait susceptible d'être un énorme protecteur. Et la deuxième chose, moi, en tant que fille, je suis celle qui va le transformer en bien. Est-ce que c'est bien ça le nœud du truc? C'est exactement ça. Vous avez vraiment capté en fait, voilà la narration, enfin la structure narrative de toutes ces Dark Romances. C'est le syndrome de l'infirmière psy. Elle va le soigner, elle va le sauver. Alors, en fait, le sauvetage va dans les 2 sens. Lui, il va la sauver d'un problème qu'elle peut vivre. Ça va être une jeune femme, je sais pas, genre qui a été victime de harcèlement plus jeune, qui a elle aussi une faille, elle a des choses à régler. Il va la sauver ou elle est menacée aussi par d'autres hommes. Souvent, c'est ça. Lui va se mettre en posture de bodyguard, de garde du corps en fait de cette jeune femme. Et elle va le sauver psychologiquement. Et grâce à elle, son destin à elle, c'était en effet de comprendre, d'être la seule à comprendre pourquoi il était aussi méchant et comment il peut se transformer un minimum. Sachant qu'il ne sort pas du milieu où il est. C'est pas un mafioso qui tout d'un coup devient prof. C'est ça. Mais on est dans plutôt... il va se sauver dans le sens où il va être moins violent avec elle, il va révéler ses sentiments, etc. Donc on est sur un schéma qui existe dans la Dark Romance, mais là, moi, où j'alerte souvent les gens, sans créer de panique morale, voilà, mais j'alerte en disant, mais attention, mais ces histoires-là, elles existent dans les tribunaux, c'est ça. Les femmes, les jeunes femmes, peu importe, mais qui disent, oui, il était méchant, mais des fois, il était quand même sympa, parce qu'il y a ça aussi dans la Dark Romance. De temps en temps, le héros
va faire un cadeau, va avoir un geste doux, et elle se dit genre, bon, il est peut-être pas si méchant que ça. Il contrôle la façon dont je m'habille, mais la jalousie, c'est une preuve d'amour. Exactement. Ouais, c'est des phrases, c'est des thématiques qui sont explorées dans la dark romance, mais qu'on retrouve dans la vraie vie, c'est-à-dire des hommes qui vont contrôler ce que leur partenaire porte, fait. Le plus grand succès s'appelle quand même Captive, et c'est pas rien. C'est dans QQ, j'appelle ça Soumise, pour histoire de ne pas avoir de procès de la maison d'édition. Mais c'est une forme de soumission et d'esclave. C'est une espèce de figure de l'esclave volontaire. Comment on s'empare en tant que société de ce problème? Je ne parle pas de la question de légiférer ou mettre le curseur, mais surtout comment on fait dans une société qui intègre la vague MeToo, qui a compris qu'il y avait un énorme problème, qui essaie de se réformer, comment on dit aux jeunes filles finalement des injonctions contradictoires à travers une lecture, voilà, c'est ça le modèle, un beau mec, il me frappe, je l'adore et je vais le convertir, et en même temps on me dit, ah non, je ne dois jamais accepter qu'un homme puisse me violenter, il faut mettre bas la domination patriarcale. Comment on fait là? Parce que c'est deux injonctions, deux récits contradictoires, deux narratifs contradictoires. Complètement. Et alors, ce que j'explique aussi dans QQ, mon héroïne qui écrit donc ces new romances, elle-même, et moi je m'inclus aussi là-dedans, j'avais pas de dark romance quand j'étais ado, mais par contre, beaucoup de séries que je regardais, beaucoup de films que je regardais, glamourisaient la figure du bad boy. C'était lui. Dans les héros de mes séries, c'était l'homme méchant, un peu toxico, vraiment la figure de l'homme toxique qu'il fallait désirer, tandis que le garçon gentil, ça allait devenir le bon pote. Ouais, Alors dans les comédies romantiques, on finit par aller vers l'homme gentil, mais sinon dans plein de récits, c'était vraiment cette figure de dark en fait qui était plaisante. Donc ce que je veux dire, c'est que ma génération aussi, j'ai 44 ans, a baigné aussi dans ces injonctions contradictoires. Gossip Girls, Vampire's Diary, Cœur Grenadine, pas Twilight Zone, mais Twilight, la série, oui, c'est ça. Ouais. Et dans Twilight, il a vraiment des comportements de harceleur, en fait, le vampire en question. Et on transférait ça dans la vraie vie, voilà. Et pour revenir sur votre question, souvent, ce qu'on va me répondre, c'est oui, mais elles savent très bien que c'est pas la vraie vie. C'est comme quand elles regardent Spider-Man, elles savent très bien qu'on peut pas grimper au mur. Ce que dit l'éditrice Anne-Marie. Ouais. Seulement, je pense que les lectures adolescentes nous marquent beaucoup. Elles en lisent beaucoup. Certaines ne lisent que ça. Et elles vont bouffer, en fait, pardonnez-moi l'expression, mais entre leurs 11 et 15 ans, à un moment donné, elles s'enlacent quand même de ces lectures-là, mais elles vont lire ces récits à une période de leur vie où elles n'ont pas d'expérience amoureuse et érotique. Et donc, on prend un peu, dans ces cas-là, pour argent comptant, ce qu'on va lire. Quand on a du recul, qu'on a 25 ans, qu'on a rencontré, et qu'on est hétéro, qu'on a rencontré notamment des garçons, et qu'on s'est dit, oula, là, il y a un red flag, il y a un drapeau rouge sur ce comportement, ou ça me plaît, ça me plaît pas, on peut avoir du recul sur son imaginaire, sur ces fantasmes. Là, elles sont au tout début de cette découverte-là, et le premier modèle qu'elles ont et qui leur appartiennent, parce que la lecture, c'est aussi très personnel, c'est intime, on adore fantasmer, on adore lire, c'est ce modèle et de couple et de sexualité. Donc, elle crée une créature, elle est tiraillée entre new romance, dark romance. On demande donc à la narratrice, à l'héroïne, de créer de la dark romance. C'est assez difficile parce qu'il y a quand même une contradiction interne de type moral en elle. Elle s'y essaie, elle crée un personnage. Que se passe-t-il? Racontez-nous. Quand mon héroïne Marie se retrouve face à sa créature, beau gosse. Alors, il est à la fois insupportable parce que condescendant, dominant, il se prend pour le millionnaire, à qui tout est dû. Et en même temps, on lui a demandé de créer l'homme physiquement idéal. Donc, elle y a mis tous ses fantasmes. Et donc, régulièrement, elle se trouve face à quelqu'un qui lui plaît physiquement. Plus qu'il lui plaît d'ailleurs, c'est vraiment un truc fou parce qu'il représente la beauté absolue et aussi l'érotisme, c'est pas que du physique, c'est aussi une attitude sexy, et en même temps elle le trouve un sup. Elle lui trouve un boulot quand même, elle est sympa, en tant que prof de sport dans son propre lycée à elle, et Marie, elle organise un book club en fait avec ses élèves, un book club féministe. Qui est interdit par le proviseur. Et donc James, en grand sauveur, propose que ce book club soit fait en même temps que les séances de foot féminin. Un passage, s'il vous plaît. Un petit passage. James, à quelques centimètres de moi, donne un grand coup de sifflet.
Je perdis un 10e d'audition. En short et avec moi aussi un sifflet autour du cou, j'animais en cachette mon book club sur le terrain de foot. C'était la 2e séance. Avec James, nous nous étions répartis les rôles. Il s'occupait de la partie sportive, moi de la partie littéraire et féministe. Soyez plus discrète, James, je vais me faire griller par le proviseur. Ok, les filles, aujourd'hui on va débattre sur mainstream et underground dans la littérature féminine contemporaine. Inès, pourquoi selon toi les nouvelles de Ladyland sont qualifiées d'underground ou d'avant-garde ? Contrôle du ballon, dribble et tire et on recommence, cria James. Parce que dans ces nouvelles, il est souvent question de sexe, madame, répondit Inès, essoufflée. Allez, on ne me lit pas, hop, hop, hop. Oui, en effet, affirmai-je, mais on a commencé à en parler la dernière fois. Dans les romances d'aujourd'hui aussi, il y a du sexe. Et donc, est-ce que c'est pareil ? J'observais James, qui, tout en disposant des cônes au sol, tendait l'oreille. Ah non, pas du tout, répondit Lola. Dans Ladyland, les auteurs, elles racontent qu'elles ont été stripteaseuses ou putes, tout ça, et des fois elles sont lesbiennes, il n'y a pas ça dans Soumise, hein. Tire au but, les filles, lança James. Et elles ont pas honte, ajouta d'une petite voix Chloé qui se rangea dans la file. Oui, c'est vrai, tu peux développer, Chloé ? En fait, on pourrait croire qu'elles sont des victimes, elles galèrent, elles font du striptease, tout ça, mais en fait, elles racontent ça avec de l'humour et même elles sont fières. Non, mais c'est pas tout des putes non plus. Linda Machin, là, c'est une poétesse, protesta Inaya. Merde, j'ai fait poteau. Linda King. En effet, elle raconte son histoire avec Bukowski. Mais ce que voulaient dire Lola et Chloé, je pense, c'est que ce ne sont pas des récits de femmes bien comme il faut. Elles ne correspondent pas, aux stéréotypes de genre. Elles ne sont pas élégantes, prudes, amoureuses, fidèles, à la disposition des hommes. Ouais, alors que dans Soumise, la meuf, elle fait genre, elle se rebelle, mais en fait pas du tout. Elle est là, oh là là, c'est un psychopathe, mais dès qu'elle lui offre un sac Vuitton, bam, elle est amoureuse et elle veut le ken direct. Franchement, entre elle et la gogo danseuse, je me demande ce qui la pute. Et puis vous savez, madame, ajouta Chloé avant de tirer, on nous fait croire que les héros dans ces livres, ils sont sexy. Mais vous savez quoi ? J'ai vu une vidéo sur Insta, et 1% des milliardaires américains sont responsables de 20% de la consommation énergétique. C'est à cause d'eux que va tous crever en 2050. Merci pour cette belle lecture qui est très révélatrice à la fois du fond et de la forme. D'ailleurs, je tiens à signaler aux téléspectateurs un humour souvent très drôle, avec notamment les haïkus du cul et certains proverbes comme « chat échaudé craint le blaireau ». Chez vous, l'humour, en termes de construction et de mécanisme narratif, n'a-t-il pas pour but aussi de désacraliser, de dédramatiser pour faire passer vos idées ? C'est vraiment mon arme de défense dans la vie quotidienne comme dans l'écriture. Déjà parce que l'humour, l'autodérision et la dérision tout court, et l'ironie, enfin toutes les formes d'humour, permet de sortir d'une posture de jugement morale. Il était hors de question pour moi d'aborder ce sujet de la dark romance, des fantasmes, des représentations, en disant « Ah non, il ne faut vraiment pas lire ça, je vais vous dire quoi lire, et pour être une bonne féministe, il faut faire ça, ça et lire ça. » quoi. Je trouve ça assez insupportable, surtout que souvent j'ai un lectorat assez jeune, enfin j'ai un peu tout dans mon lectorat, mais je trouverais ça insupportable. Si je me rappelle mes 20 ans, qu'une femme de 44 ans me dise quoi lire, est-ce qu'il faut penser, etc. Et donc l'humour, on prend par la main le lecteur et la lectrice en disant, voilà, on va rire ensemble, on va réfléchir aussi, et il est question en fait, voilà, de faire ça en même temps, mais pas d'avoir une posture de jugement, et c'est pas un pamphlet, c'est pas un essai. Oui, on a même l'impression parfois que c'est un mode de défense de bouddhisme zen. Quoi, donc l'humour ? L'humour, ouais. Mais ouais, chez vous, vraiment, que c'est une technique de défense, ouais, comme ça. Bon, on a des rebondissements, des bondissements et des rebondissements. On ne va pas, évidemment, dévoiler la suite et le contenu. La fin est assez intrigante, hein, parce qu'on a l'impression que, finalement, ce que vous dites, c'est que ce qui est mis en place, les relations assez compliquées de va-et-vient, les rapports hommes-femmes, beaucoup de rapports d'amitié dont on n'a pas parlé, hein, quand même, mais qui sont quand même importantes, parce qu'on sent bien que Marie tient, grâce à l'amitié de certaines personnes qui lui prodiguent un véritable amour non sexuel, non érotique, mais profond. On a l'impression que finalement, vous déplacez ce combat, le combat du féminisme, hein, le rapport quid de cette dark romance, au sein même de la littérature, où on se demande ce qui va se passer dans le prochain tome. Parce qu'il y aura-t-il une suite de Cucu ? Cucu, le retour. Ça va peut-être s'appeler Plan-Plan, je sais pas. Plan-Plan. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais
Alors, le téléspectateur ne comprendra pas s'il n'a pas lu, donc c'est pas grave, mais pourquoi elle-même ne rentrerait pas, alors là c'est du Woody Allen pur, elle-même, Marie, ne rentrerait pas au sein de la littérature pour aller retrouver son héros et une amie du héros pour les aider contre un destin qui pourrait leur être contraire, vous voyez ? Alors ça, c'est marrant parce que ça fait partie des pistes de réflexion voilà, sur la suite, non-suite. Ça ne sera pas une pure suite. Ouais. J'ai envie d'écrire un roman où quand on n'a pas lu le premier, voilà, on pourra quand même lire le deuxième. Mais c'est drôle votre hypothèse parce que c'est sûrement une hypothèse qui va être creusée, ou peut-être pas, je vais voir. Mais voilà, de façon, en effet, Woody Allenienne, on peut naviguer entre les deux. C'est ça. Et une autre référence aussi, qui n'est pas très littéraire, hein, mais il y a Last Action Hero aussi, avec Schwarzenegger, où c'est un héros de film d'action qui intervient dans la vie d'un petit garçon, et inversement, il y a un aller-retour entre les deux. Et en fait, c'est un bon film. C'est un bon film. De toute façon, j'ai le sentiment que vous faites partie de ces personnes. On peut aller voir, on peut aimer du Tarkovsky, on peut aimer un bon film de science-fiction. Aller chercher dans la pop culture, comme dans les références plus intellectuelles. Moi, j'aime bien naviguer, Je finis un peu cette partie vraiment consacrée à votre ouvrage. Maintenant, des questions, mais qui sont évidemment corrélées à notre échange. Page 86, l'héroïne dit « Après m'être douchée, je n'étais toujours pas calmée. C'est en me servant un verre de vin que je compris enfin la raison de ma nervosité. Cela faisait plus de 36 heures que je ne m'étais pas masturbée. Dommage collatéral de la présence de James chez moi. Or, la masturbation et l'orgasme qui allait étaient la base de mon équilibre mental. Sans la dose de dopamine, d'endorphine, de sérotonine et d'oxytocine qu'il provoquait, j'étais nettement moins bien. » Une question beaucoup plus générale qui dépasse le cadre, pas du cucu, la sexualité épanouie, la sexualité débridée, où se trouve la limite? Quand est-ce que la pratique sexuelle peut devenir un danger pour le psychisme ou le bien-être de la personne? Ou pensez-vous qu'au contraire, un épanouissement peut aller... il n'y a toujours qu'un épanouissement dans la pratique sexuelle? Ah non. Voilà, non, mais voilà. Déjà, il n'y a pas une sexualité, il y a des sexualités. Et en dehors du fait d'être entre adultes consentants, il n'y a pas de normes. Enfin, voilà, j'ai passé 10 ans à être journaliste sur les questions de sexualité et à aller explorer ce que j'appelle les contre-cultures sexuelles. Oui, ça peut être le sexe tarifé, le sexe BDSM, donc on appelait avant sadomaso, mais aussi le sexe libertin. Quand je dis explorer, c'est que j'allais faire des reportages. Je n'ai pas pratiqué tout ça, je le précise, parce que parfois il y a confusion. Mais en tout cas, les sexualités queer aussi, enfin en tout cas des gens qui allaient explorer... Il y a une place importante d'ailleurs dans le roman, avec une scène dans un cabaret qui est fameuse. Le cabaret existe vraiment. et donc voilà, et ce travail de reporter, de journaliste spécialisé un peu sur les questions de sexualité, m'a appris quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas de normes et que dans ces sexualités dites créatives, les gens vont aller chercher des réponses qu'on se pose tous. Est-ce que je suis normale si je fais ça? Est-ce que je suis normale si je désire ça? Est-ce que c'est normal si j'ai trop de désir? Est-ce que je suis normale si j'en ai pas du tout? Parce que l'idée en fait de parler de ces sujets, c'est de ne pas remplacer des injonctions par d'autres et de ne pas trop mettre la pression non plus sur les gens sur ces sujets-là. C'est peut-être le problème qu'il y a eu ces dernières années. Je trouve que c'est merveilleux, toute la libération, la parole sur les questions sexuelles. Il y a plein de comptes Instagram qui en parlent, plein de livres. Enfin, j'aurais pas pu rêver mieux il y a quelques années. Mais il faut faire attention tout de même à garder le sexe à sa place. C'est le sens de ma question. Il y a des gens qui ont très peu de vie sexuelle et qui sont très heureux. Il y a des moments dans la vie aussi où c'est pas au centre de notre vie. Et il faut faire attention à pas non plus créer une injonction sur le fait qu'il faut avoir testé telle pratique, avoir testé la bisexualité, avoir 5 amants cachés dans le placard, 22 sextoys, et puis faire l'amour 4 fois par semaine, quoi. Là, il y a eu une nouvelle étude, en fait, qui est sortie, l'étude de l'INSEE, qui paraît, toutes les dizaines, je pense, sur la sexualité des Français. C'est très intéressant parce que il y a des choses qui ont bougé. Et par contre, j'étais surprise parce que le nombre de rapports par mois, on est autour de, je crois, on est autour de 5 en moyenne. Et j'étais là, genre, c'est beaucoup. Est-ce que ça mélange les gens où c'est le début de leur histoire
Donc voilà, mais quand on est en couple depuis longtemps, enfin voilà. Et je me dis, est-ce que les gens ne répondent pas ça parce qu'ils ont peut-être un petit peu intériorisé une forme de honte d'avoir une vie sexuelle qui soit pas extraordinaire comme on en parle dans les médias. Dernière question, issue du féminisme radical en Corée du Sud, le mouvement 4B rejette les relations hétérosexuelles, le mariage, la grossesse et le sexe entre hommes et femmes. Vous avez entendu parler de ce mouvement? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas sûre que la grève du sexe, parce que c'est un petit peu ça, soit une bonne solution, parce que on considérait que comme le travail, c'est quelque chose qui serait dû quelque part. Une femme qui dit s'il se passe pas ça, je vais pas avoir de relations sexuelles. En sous-texte, ça veut dire que dans une logique normale, le sexe doit être produit, fait, réalisé de façon régulière. Et ça serait un dû par rapport en termes de couple. Et donc le sous-texte en fait de cette mesure me paraît pas très saine, pas très clair. Camille Emmanuel Cucu, je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment pour comprendre un phénomène de société. C'est une entrée à la fois rigolote, intelligente. Une très bonne lecture à vous recommander. Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.